Les visages rougissent, les paumes transpirent, les cœurs s'accélèrent, les papillons virevoltent à travers les estomacs. Tout cela à la simple vue de cette personne spéciale. Il n'y a rien au monde qui ressemble tout à fait à ce premier émoi de l'amour jeune. C'est un sentiment puissant, le genre de sentiment qui pousse les enfants à écrire des poèmes fleuris et à les fourrer dans des casiers, qui pousse les adolescents à trouver un emploi à temps partiel. Tout cela pour pouvoir acheter 2 billets de cinéma et toutes les concessions que leur rendez-vous désire. Et ce vendredi soir en particulier, un jeune homme prépare un dîner complet pour la première fois, dans le but d'impressionner sa nouvelle petite amie. Eh bien, elle n'est pas seulement sa nouvelle petite amie, elle est sa première petite amie, la fille qu'il aime depuis qu'ils étaient de petits enfants courant ensemble à travers les arroseurs. Il a eu le courage de lui avouer ses sentiments et de l'inviter à sortir, et à sa grande surprise ravie, elle a dit oui. Ses parents sont absents pour le week-end, et c'est le moment parfait pour l'inviter chez lui. Maintenant, avec le livre de recettes de sa mère et la détermination, il donne tout pour préparer les fettuccine Alfredo. Soudain, il entend la sonnette. Elle est là, elle est en avance. Il lance le livre de cuisine sur le comptoir et court vers la porte. Il l'ouvre et trouve son rendez-vous là, portant une nouvelle robe. Elle est magnifique, et son cœur bondit dans sa gorge à la vue. Il bégaye, à peine capable de sortir les mots. Puis, l'alarme incendie commence à hurler depuis la cuisine. Les pâtes. Il sprinte vers la cuisine, mais c'est trop tard. Tout est parti en fumée, et la promesse d'un rendez-vous parfait avec. Il se tourne pour s'excuser, mais elle rit simplement, non pas d'une manière moqueuse, mais comme si le désastre était juste une blague privée que tous les deux peuvent partager. En 30 minutes ou moins, les deux jeunes amoureux partagent une pizza, et la nuit est sauvée. La conversation ralentit jusqu'à un creux, et ils se regardent simplement. C'est le moment, le genre de moment dont les gens écrivent des chansons. C'est maintenant ou jamais. Il se penche, elle ferme les yeux, il ferme les siens. Leurs lèvres se touchent, et il jure qu'il peut voir des feux d'artifice. Attends, ce n'est pas dans son imagination. Il ouvre les yeux juste à temps pour voir une lumière brillante, la plus brillante qu'il ait jamais vue, inonder la pièce. Avec elle vient une douleur déchirante, qui traverse son corps, le faisant crier. Puis, lorsque la lumière s'estompe, et la douleur avec elle, il est assis là, seul. La fille a disparu, et tout ce qui reste est la robe qu'elle portait, froissée en tas sur le sol. Pour un instant, le jeune homme reste assis là, fixant l'endroit où son premier amour était assise. Puis, la panique le frappe, submergeant ses sens. Il saisit son téléphone et appelle le 911. Lorsque l'opérateur répond, il a du mal à expliquer exactement ce qui s'est passé. Sa petite amie était là 1 minute auparavant. Elle avait disparu la minute suivante. Bafouillant et sanglotant durant le récit, l'opérateur saisit l'essentiel. Il y a une fille qui a disparu. 1 heure plus tard, la police frappe à sa porte. Il leur raconte la même histoire, essuyant les larmes de ses yeux alors qu'il raconte l'éclair impossible qu'il a emporté. Ils prennent quelques notes, échangent quelques sourcils levés. Ils vont parler aux parents de la fille pour voir si quelqu'un sait ce qui aurait pu se passer. Alors qu'ils parlent, ils remarquent la robe de la fille, abandonnée sur le sol. Ils demandent à l'emporter avec eux, puis ils partent. Le lendemain, la police revient, et au lieu d'apporter des réponses, ils disent au jeune homme qu'il a le droit de garder le silence. Tout ce qu'il exprime peut être retenu contre lui en justice. Emmené vers la voiture de police, il exige de comprendre la situation. Il est arrêté, explique un officier, soupçonné d'homicide. Quoi? Ils pensent à qu'il l'a tué? C'est impossible. Il essaie de leur dire qu'il ne lui ferait jamais de mal, qu'il l'aime et veut qu'il découvre ce qui lui est arrivé. Cependant, ils l'ignorent. Ils l'emmènent à la station, le placent en cellule et lui permettent un seul appel pour informer ses parents de la situation. Ils rentreront rapidement pour appeler un avocat et agir. Ils ne pourront pas y arriver avant le lendemain. Pour l'instant, le jeune homme est seul. Il ignore combien de temps il reste assis dans cette cellule de détention vide, l'esprit agité. Son téléphone a été pris quand ils l'ont amené, il n'y a pas d'horloge en vue, les minutes s'écoulent à un rythme d'escargot pendant qu'il pleure la vie qu'il avait seulement 24 heures auparavant. Tout est parti maintenant. Peu importe ce qui se passe ensuite, ça ne sera plus jamais pareil. Il est sur le point de sombrer dans un sommeil sans rêve, dû à l'épuisement pur quand il entend une voix. 2 hommes en costume se tiennent à la porte de sa cellule. Il ne les reconnaît pas. Ce ne sont pas des policiers, du moins, pas ceux qu'il a vus jusqu'à présent. Il leur demande ce qu'ils veulent de lui. Ils lui disent de ne pas s'inquiéter,
qu'il est transféré dans un nouvel établissement. Ses parents ont déjà été prévenus, promettent-ils, mais quelque chose dans le ventre du jeune homme lui dit qu'il mente. Il secoue la tête et refuse d'aller avec les bras du garçon alors qu'ils le traînent à travers la porte, le menant même à parler à un avocat. Quelque chose ne va pas. Les hommes ouvrent la porte de la cellule et entrent, lui disant qu'il n'a pas vraiment le choix en la matière. Ils ont reçu des ordres de leurs supérieurs pour venir le chercher, et c'est exactement ce qu'ils vont faire. Chaque homme saisit un des bras du garçon alors qu'ils le traînent à travers la porte, le menant dans le couloir. Son rythme cardiaque augmente, son estomac panique et son corps est inondé d'adrénaline. Il doit s'évader, faire quelque chose. Tout à coup, cette douleur familière le déchire à nouveau, et il se plie en deux de douleur. Il y a un bruit de crépitement, tel un éclair. La lumière vive et brûlante remplit le hall, et il y a une odeur quelque chose comme de l'ozone dans l'air. Puis, les hommes mystérieux ont disparu, sans laisser la moindre trace derrière eux. Les yeux du jeune homme se promènent rapidement autour de la pièce. Il n'y a personne d'autre ici, personne pour l'empêcher de prendre la fuite. Il le fait donc. Il court vers la porte la plus proche, sort et continue de courir. Il sait qu'il viole la loi, s'enfonçant encore plus. Il est certainement suspect de fuir les autorités lorsque vous êtes déjà suspecté de meurtre. Mais ce serait bien pire de rester derrière et d'être éventuellement accusé de disparition supplémentaire qui n'était en tout pas de sa faute. Alors, il court. Sa fuite désespérée le mène dans les bois, vers une cabane abandonnée où il jouait quand il était enfant. Il peut se cacher ici, au moins pour un moment. Qu'est-ce qui vient ensuite? Il ne sait pas encore, et essaie de chasser cette pensée de son esprit. Concentre-toi d'abord sur la nuit, puis soucie-toi de l'avenir, se dit-il. Alors que sa respiration ralentit, l'adrénaline disparaissant de son corps, il ressent une lourdeur le submerger. Il est épuisé, plus épuisé qu'il ne l'a jamais été de sa vie. Il s'affaisse contre le mur, puis au sol, laissant la fatigue l'emporter. Rien d'autre à faire, autant dormir un peu. Quand le jeune homme se réveille, il est dans une pièce inconnue. Pièce. Ni la cabine, ni la cellule de prison, encore moins sa chambre chez lui. Il y a des lumières fluorescentes au-dessus de lui, et des murs blancs et austères tout autour de lui. Il est allongé dans ce qui semble être un lit d'hôpital. Il essaie de se lever et réalise qu'il a été attaché. En proie à la panique, un médecin s'approche de lui, ou il pense que l'homme doit être un médecin. Il porte une blouse blanche, tenant un presse-papier. L'homme parle d'une manière agréable et amicale, avec juste la plus légère nuance de distance clinique derrière. Il dit au jeune homme de ne pas avoir peur et que personne ne va lui faire du mal tant qu'il coopère. Il demande où il est, mais le docteur ne répond pas. Il lutte contre les sangles qui le clouent au lit, exigeant d'être libéré. Il réclame son téléphone pour contacter ses parents ou un avocat. Le médecin ne répond pas. Puis cette douleur soudaine, ce bruit de crépitement, cette explosion de lumière. Les sangles disparaissent et le jeune homme saute du lit. Mais ses jambes sont faibles et instables. Son corps est toujours épuisé. Il s'effondre et est à nouveau attaché de partout. Le cycle se répète encore et encore comme ça pendant des heures, jusqu'à ce que le jeune homme abandonne. Il supplie le médecin de lui dire simplement où il se trouve. L'homme cède et explique que c'est un endroit appelé la Fondation SCP. Il a été placé là après avoir été retiré de la garde à vue et il va malheureusement y rester pendant un certain temps. Le jeune homme ne sait pas encore ce que cela signifie, mais on lui a attribué une désignation officielle, SCP-213. SCP-213 est un adolescent de sexe masculin d'environ 1,5 m de haut et pesant environ 95 kg. La caractéristique la plus anormale de SCP-213 est sa capacité à rompre de force les liens entre les atomes de toute matière solide ou semi-solide avec laquelle il entre en contact physique. Lorsque cet effet se manifeste, il est accompagné d'un éblouissant flash de lumière. Cet effet peut être déclenché par n'importe quelle partie du corps de SCP-213 tant qu'il entre en contact physique avec l'être ou l'objet affecté. Par exemple, des projectiles qui ont frappé le corps de SCP-213 à divers endroits ont été vaporisés de cette manière au moment de l'impact. L'effet n'est pas seulement dévastateur pour ce qui est en train d'être désintégré, mais cause également une douleur sévère à SCP-213 lui-même. Lors de plusieurs manifestations enregistrées de l'effet, la douleur a été assez intense pour rendre SCP-213 inconscient. D'après son dossier, SCP-213 n'a jamais apprécié être détenu à la Fondation. C'est facile à comprendre pourquoi. Je ne peux pas dire que j'aurais aimé passer ma jeunesse enfermé dans un centre de recherche scientifique, même situé dans le pittoresque sud de l'Italie. Malheureusement, je ne vois actuellement aucune alternative éthique.
Si SCP-213 était libre, il pourrait causer des dommages colossaux à la population environnante, à l'écosystème et à l'humanité. Aussi tragique que cela soit, il doit rester en confinement afin d'empêcher que des innocents soient désintégrés. SCP-213 a tenté de s'évader 6 fois pendant ses 6 premiers mois de confinement. Suite à l'échec de ses tentatives, il planifie sa 7e. Il a pris son temps, attendant plusieurs mois que la Fondation baisse sa garde. Puis il a demandé une entrevue avec l'un des principaux chercheurs assignés à son cas. Lorsque le personnel de sécurité a désactivé la plupart des procédures de confinement pour la laisser entrer dans la chambre, SCP-213 a utilisé sa capacité à vaporiser les portes de la chambre et à prendre la fuite. Malheureusement, lorsque le chercheur et 2 autres agents ont tenté de saisir SCP-213 pour l'empêcher de s'échapper, ils ont été désintégrés par sa capacité anormale. Après s'être échappé de sa chambre de confinement, SCP-213 a rencontré un nouvel obstacle. Il ignorait où se trouvait la sortie. Il n'avait vu qu'une partie limitée de l'installation. Il ne savait donc presque rien de son agencement ou même de la taille réelle du bâtiment. Il courut aussi vite qu'il le pouvait dans une direction choisie au hasard, mais fut rapidement encerclé et submergé par le personnel de sécurité. Utiliser son pouvoir pour s'échapper de sa cellule avait épuisé son énergie et l'avait laissé épuisé, et il s'effondra au sol après environ 15 minutes de liberté. Il a été découvert dans la salle de pause, tentant désespérément de creuser le sol pour s'échapper vers les étages inférieurs du bâtiment. Mais sa batterie proverbiale était épuisée, et il ne pouvait rien faire d'autre que de suivre les gardes de sécurité jusqu'à sa cellule. Après cet échec, SCP-213 semble avoir renoncé à s'évader. Mais il y aurait d'autres violations de son confinement. Les caméras de la cellule de SCP-213 ont enregistré des images de lui dormant agité, comme s'il faisait un cauchemar. Soudain, il y a eu cet éclair de lumière reconnaissable. Quand la lumière a disparu, le lit et une partie du sol ont également disparu. SCP-213 s'est réveillé en chute libre alors qu'il traversait le sol et tombait dans un niveau de sous-sol du site. Heureusement, il a atterri sur un tas de matelas qui avaient été placés en stockage là-bas et n'a pas été blessé comme cette violation de confinement était manifestement involontaire. Il n'a reçu aucune punition. Une note de recherche a été ajoutée au dossier suite à cet incident, qui se lit comme suit. À partir de l'étude de cette vidéo, il est clair que le contrôle de l'effet par SCP-213 n'est pas aussi parfait qu'il le croyait auparavant, et il est devenu plus coopératif avec nous pour essayer d'établir une méthode pour contrôler et utiliser cet effet. Des conjectures vagues de la part du personnel de révision quant aux possibilités de ce qui se passerait si l'effet se déclenchait accidentellement, y compris l'auto-vaporisation de SCP-213, sont notées comme étant particulièrement utiles à cet égard. À partir de là, la relation entre SCP-213 et la Fondation est devenue beaucoup moins antagoniste. Il semblait que la Fondation et SCP-213 partageaient un objectif commun. Ils voulaient à tous deux comprendre les propriétés anormales de SCP-213 et déterminer ce qui les causait exactement. De là, peut-être pourraient-ils apprendre comment les contrôler correctement et éviter d'autres victimes non intentionnelles. SCP-213 était gardé dans une cellule sécurisée pour humanoïdes au site 77 en Italie du Sud. Sa chambre de confinement était entourée d'une zone large de 10 mètres, remplie de matériaux gazeux corrosifs pour la peau humaine. A été informé de la nature de son confinement afin de prévenir les manifestations de son effet anormal qui pourraient entraîner des brèches de confinement supplémentaires. Il y avait toujours 2 gardes positionnés à l'extérieur de la chambre de confinement. Ces gardes devaient être armés de tuyaux à haute pression, de capsicum oléorésine ou de gaz poivre, et de grenades à toile polymère, au cas où. Ces procédures de confinement ont bien servi SCP-213 pendant un certain temps. Puis, lors d'un examen physique de routine de SCP-213, tout ce que la Fondation pensait savoir sur lui a changé. L'examen, initialement ordinaire, a révélé par hasard des lésions sur le dos du jeune homme. Au premier coup d'œil, il semblait être des nodules lisses ressemblant à un kyste ou à un petit lipome. Cependant, le médecin a pu dire tout de suite que ce n'étaient pas des kystes ordinaires. Il y en avait 4 positionnés sur SCP-213 à des intervalles précis de exactement 15 cm pour former un carré parfait. Du personnel médical supplémentaire a été affecté pour surveiller cet état en cas de changement, et des examens de suivi ont été programmés. Lors du premier examen de suivi de SCP-213, le personnel médical a découvert 2 nodules supplémentaires, chacun situé au centre de la paume de l'un des jeunes hommes. Lorsqu'on lui a demandé si les nodules causaient une quelconque douleur ou gêne, SCP-213 a haussé les épaules et a dit qu'ils étaient un peu irritants,
mais qu'il ne lui avait sinon causé aucun problème. Le personnel médical a ensuite essayé de perforer un nodule avec un scalpel. Le médecin a maintenu la main du patient stable, puis a tenté de prélever un échantillon à l'aide du scalpel. Cependant, le scalpel n'a pas pu couper dans la chair. Après quelques secondes d'essai, il y a eu un éclair de lumière et le scalpel a été vaporisé. SCP-213 a été interrogé et a maintenu qu'il ne l'a pas fait exprès. Au cours des jours suivants, son niveau d'énergie a baissé de manière notable et il a commencé à se plaindre de douleurs extrêmes dans le dos et l'estomac. La semaine d'après, SCP-213 a été vu par les gardes de sécurité ayant une crise dans sa cellule. Il a été directement conduit en soins intensifs. Le personnel médical a été troublé de découvrir 10 nodules supplémentaires sur son dos, espacés précisément de 5 cm lors de l'examen. Malgré ses douleurs d'estomac et la crise précédente, SCP-213 a persisté à dire qu'il ne ressentait pas de douleur des nodules eux-mêmes. Après la fin de l'examen et la constatation que ses signes vitaux étaient normaux, il a été renvoyé dans sa cellule de confinement. Des observateurs médicaux supplémentaires ont été affectés pour surveiller son état en plus du personnel existant. Lors de l'examen de suivi suivant, le médecin légiste a relevé un changement préoccupant. Tous les nodules, sans exception, avaient disparu. À leur place, SCP-213 était maintenant couvert de petites incisions de moins d'1 millimètre de large, partout où il y avait autrefois un nodule. Naturellement, l'examinateur voulait regarder de plus près. Il a commencé par l'incision sur la main gauche de SCP-213, la levant près de son visage pour l'inspecter minutieusement. Alors qu'il contemplait le mystère médical devant lui, la petite fente dans la paume de SCP-213 s'est ouverte. Quelque chose le regardait en retour. Elle a eu un sursaut et a lâché la main du jeune homme par surprise. Un examen a confirmé ses pires craintes. Il y avait un œil derrière chacune des lésions sur le corps du jeune homme. Quelque chose vivait en lui et ça observait. Il a été installé dans l'aile médicale pour une durée indéterminée pendant que le personnel de recherche cherchait des explications. Après plusieurs semaines, ils sont parvenus à une conclusion. SCP-213 était infesté par un parasite d'origine inconnue. Malgré les efforts de la Fondation pour communiquer, le parasite dans SCP-213 n'a pas réagi. Il n'est pas clair si cela était dû à une incapacité à communiquer ou à un refus de le faire. Cependant, quel que soit le cas, chaque fois qu'une personne se trouve à proximité de SCP-213, l'une des lésions sur son corps s'ouvrira et l'un de ses petits yeux extraterrestres sortira, observant la personne jusqu'à ce qu'elle ne soit plus en sa présence. Comme vous pouvez vous y attendre, l'état mental de SCP-213 s'est gravement détérioré depuis cette révélation sur son état. Il panique chaque fois qu'il aperçoit l'un des yeux s'ouvrir et a soumis plusieurs demandes que l'entité dans son corps soit enlevée chirurgicalement. La demande a été rejetée et nécessite plus de recherche. Une note du chercheur a été ajoutée au dossier de SCP-213 suite à ce développement. Elle dit « L'organisme habitant SCP-213 ne se manifeste sur aucun examen médical dont nous disposons. La nouvelle hypothèse est que cet effet sert en réalité à fournir de la subsistance et une autodéfense, avec des tests répétés pour déterminer la nature de l'anomalie, a conduit à une croissance accrue. SCP-213 a été mis en coma artificiel en attendant plus de recherches sur la nature de ce parasite. Une révision majeure des procédures de confinement est prévue. Je ressens beaucoup de sympathie pour SCP-213. Le pauvre gars n'a pas eu le meilleur sort dans la vie, n'est-ce pas? Il a accidentellement vaporisé son premier amour, a été pris en garde à vue par une mystérieuse organisation secrète et est maintenant plongé dans le coma pour un avenir prévisible. Tout cela à cause de quelque chose qu'il n'a pas choisi, sur lequel il n'a pas eu de contrôle. Une entité dotée d'un pouvoir capable de fendre les atomes avait besoin de faire du stop et a choisi son corps comme véhicule de prédilection. D'où vient-il? Que veut-il? Une vie normale sera-t-elle jamais possible pour SCP-213? Pour l'instant, seul le parasite le sait. Et il ne semble pas avoir envie de parler. Rejoignez le Patreon du Dr Bob et devenez chercheur dès maintenant. Regardez une autre entrée du Dr Bob, SCP-6854 où les vaches à engrenages rôdent.